Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez très bien. Oui, nous vous recevons. Parfait. Donc nous allons euh, commencer la conférence. Je crois qu'en une heure de temps, vous devez pouvoir tout boucler, n'est-ce pas? Vous aurez aussi la possibilité de poser des questions. Je commencerai par me présenter. Je suis le professeur Serigne Moussa Badiane de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal. Donc, alors, ma spécialité, c'est la biophysique médecine nucléaire. Et c'est avec plaisir donc, que je participe pour la première fois à vos sessions de conférence dans le cadre de la REMA. Et j'espère que, franchement, cette collaboration va se poursuivre parce qu'en fait, c'est pour le bien de l'Afrique. La formation continue n'a pas de prix. Et je crois que c'est le secret quand même pour avoir des équipes performantes, mais également c'est le secret pour aborder pas mal de choses utiles donc à l'amélioration de nos pratiques en Afrique. Donc, concernant le plan, nous allons d'abord, je vais réduire ça. Voilà. Concernant le plan, nous allons d'abord voir ce que c'est la médecine nucléaire, n'est-ce pas? Ensuite, nous allons voir la situation de la médecine nucléaire en Afrique, les enjeux donc, de la pratique donc, de la médecine nucléaire en Afrique, les contraintes également de cette pratique et les limites, mais également essayer de dégager des solutions et des perspectives pour le développement de cette spécialité hautement importante au niveau de l'Afrique. Alors, qu'est-ce que la médecine nucléaire? Alors, ça va vous rappeler quelques souvenirs pour ceux qui se souviennent de leur cours de biophysique. Alors, la médecine nucléaire est une spécialité médicale, n'est-ce pas, qui utilise la radioactivité soit à des fins diagnostiques ou des fins thérapeutiques. Donc, on utilise de la radioactivité pour faire du diagnostic ou pour faire du traitement. Donc, c'est une discipline qui utilise une approche theranostique, hein, thérapeutique, mais également diagnostique. Alors, l'objectif de l'utilisation de cette radioactivité est d'observer donc en in vivo le métabolisme d'un radioisotope. Le radioisotope, c'est donc la molécule ou l'atome radioactif que l'on injecte à l'individu, n'est-ce pas, ou que l'on administre soit par voie orale ou par inhalation. Donc, tout dépend de ce que l'on veut explorer. Et cette radioactivité va se répartir dans un volume d'intérêt. Ça va se répartir dans l'organisme. Admettons dans la thyroïde, par exemple, ou admettons au niveau du myocarde, ou admettons au niveau, par exemple, des glandes parathyroïdes, ou admettons au niveau du squelette. Donc, cette radioactivité va se répartir dans donc, le volume cible. Et donc, là, nous allons ensuite procéder à la cartographie de la répartition de cette radioactivité. Et la cartographie de la répartition de cette radioactivité va également dépendre du métabolisme donc, de l'organe cible. Je vous donne l'exemple de la thyroïde. Donc, lorsqu'on injecte, ou en tout cas lorsque l'individu boit également, c'est possible, de l'iode, notamment de l'iode radioactif, donc de l'iode contenant, de l'iode qui se désintègre, en ce moment-là, cet iode va se comporter comme l'iode stable, hein, dans son métabolisme, n'est-ce pas? Donc, la glande thyroïde va pomper ce iode et la répartition spatiale, la répartition dans le volume donc glandulaire de la thyroïde dépendra de l'état de fonctionnement donc, de cette glande. Donc, dépendra de la physiologie de la glande elle-même. Alors, ce qui fait que si nous disposons d'une technique permettant de cartographier cette distribution donc, de la radioactivité, en ce moment-là, nous avons
nous obtenons l'image, nous réalisons l'image du métabolisme. Nous réalisons donc l'image donnant l'état de fonctionnement de la glande. C'est valable pour l'os, c'est valable pour le myocarde, etc., etc. Donc, on ne peut pas envisager donc, de la scintigraphie, de la médecine nucléaire, sur un cadavre, par exemple. On fait de la radiographie, un scanner sur un cadavre, etc. Mais on ne peut pas faire de la médecine nucléaire sur un cadavre. Parce que la médecine nucléaire est donc une technique qui va dépendre du métabolisme, donc de la physiologie de l'organe. Tandis qu'en radiographie, nous avons besoin d'un rayonnement, de rayons X qui vont donc par transmission, n'est-ce pas? Il y a une atténuation donc d'un volume cible et nous avons la détection suivant donc la quantité de rayonnement transmis au niveau donc de notre détecteur. Alors là, c'est le contraire. On ne peut pas réaliser donc de scintigraphie sur un cadavre. C'est une technique donc atraumatique qui est réalisée donc dans les conditions physiologiques et les doses utilisées, les doses, quand on parle de doses, c'est l'énergie absorbée par rapport à une masse. Donc les doses utilisées sont en général faibles et c'est pourquoi il ne faut pas avoir peur de ces techniques. Ces techniques ne sont pas plus ionisantes qu'un scanner, que la radiologie en tout cas, une angiographie, etc. Alors, l'objectif donc diagnostic, comme nous l'avons dit tout à l'heure, voilà, nous permet de réaliser une cartographie de la radioactivité dans un volume d'intérêt donné. Et généralement, bon, pour la femme enceinte, on ne va pas, donc, comme pour la radio, c'est une contre-indication d'utiliser des rayonnements ionisants pour la femme enceinte, mais ces contre-indications vont dépendre du contexte. Si le pronostic vital n'est pas engagé, donc ces examens peuvent être contre-indiqués. En cas d'allaitement également, puisque c'est des produits qu'on administre dans l'organisme, c'est de la radioactivité qu'on administre dans l'organisme, donc elle peut passer dans le lait et dans ce cas-là, on peut demander une suspension de l'allaitement pendant un temps court, le temps que cette radioactivité disparaisse donc dans l'organisme. Alors, concernant le volet thérapeutique, puisqu'on utilise de la radioactivité, c'est des rayonnements. Donc, on va essayer ici, dans le cadre de la médecine nucléaire, d'irradier des volumes d'intérêt, admettons une tumeur, admettons en tout cas une lésion quelconque, je vais revenir là-dessus. Alors, il faudrait dans ce cas-là que le rayonnement utilisé cède son énergie au tissu ciblé. Je vous donne un exemple toujours. Alors, prenons encore une fois de plus la thyroïde. Je peux donner de l'iode 131. L'iode 131 va émettre des rayonnements gamma et des rayonnements bêta-. Alors, les rayonnements gamma, c'est comme les rayons X, c'est des rayonnements qui vont traverser donc des épaisseurs, en tout cas de grands volumes. Mais les rayonnements bêta- ne peuvent pas parcourir de longues distances. Donc, ces rayonnements bêta- vont céder la totalité de leur énergie dans le volume d'intérêt, en tout cas sur de très courtes distances. En ce moment-là, l'énergie que comportent ces bêta- sont cédées totalement au tissu sur une distance très courte, ce qui nous permet donc de détruire des nodules, ce qui nous permet également de réaliser ce qu'on appelle de la radiothérapie métabolique. En ce moment, on fait de la radiothérapie en exploitant le métabolisme de l'organe. N'est-ce pas? Nous allons revenir là-dessus. Alors, mais comment cela peut se faire? Comment on peut être sûr que la radioactivité administrée
ira au niveau de notre volume cible. Pour ce faire, il faudrait qu'il y ait une affinité de la molécule choisie avec le tissu cible. Je prends toujours l'exemple le plus simple, celui de la thyroïde. Nous savons que l'iode est métabolisé au niveau de la thyroïde. Donc, pour réaliser une image de la thyroïde, je peux donner de l'iode, notamment de l'iode 123. Ou je peux donner en tout cas du technétium. Ces molécules vont émettre des rayonnements gamma que je peux détecter en surface, parce que je vous disais tout à l'heure que les rayonnements gamma, c'est comme les rayons X. Et donc, la molécule ici choisie a une affinité avec le tissu ciblé, ce qui fait que, en administrant cette molécule à un individu, je suis sûr de pouvoir réaliser la cartographie du volume cible des tissus ciblés. Maintenant, il peut y arriver des situations où je n'ai pas une molécule spécifique au tissu ciblé. Dans ce cas-là, je vais utiliser une molécule non radioactive, mais qui a une affinité avec les tissus, avec l'organe cible, mais que je vais coupler avec une substance radioactive donc la substance radioactive en question va être dirigée vers l'organe cible grâce à la molécule spécifique de l'organe, en tout cas, ou du tissu ciblé. Je vous donne un exemple. Si je désire, par exemple, réaliser une image du squelette. Alors, pour réaliser une image du squelette, je n'ai pas une molécule radioactive spécifique du squelette. Je peux utiliser les diphosphonates. Les diphosphonates, nous savons, ils sont métabolisés au niveau du tissu osseux. En ce moment-là, je vais procéder à une petite chimie au niveau du laboratoire en couplant le technétium avec les diphosphonates, c'est ce qu'on appelle le marquage. Et donc, le résultat obtenu me permet donc d'avoir du diphosphonate technétié, du diphosphonate marqué au technétium. Et c'est ça que je vais injecter à l'individu pour réaliser une image du squelette. Donc, la molécule spécifique de l'organe ou du tissu cible est appelée vecteur et la molécule radioactive que je greffe au vecteur est appelée marqueur. Alors, donc, il peut y arriver que le vecteur et le marqueur soient confondus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notamment dans le cas, par exemple, de la thyroïde. Voilà. Alors, comment maintenant on va réaliser des images? Les images vont être réalisées grâce à des dispositifs de détection, dont la gamma caméra. La gamma caméra. Pourquoi gamma caméra? Parce que c'est une caméra qui va détecter les rayonnements gamma qui sont émis à partir du tissu cible ou de l'organe cible. Ces rayonnements gamma provenant donc des molécules radioactives qui se répartissent au niveau de ce volume cible. Donc, la gamma caméra est le dispositif pour détecter ces rayonnements. Cette gamma caméra, bon, je ne vais pas rentrer dans certains détails. Alors, vous avez par exemple ici un sujet couché, n'est-ce pas? Et là, on réalise une acquisition scintigraphique du myocarde. Et vous avez donc le détecteur qui est là, un dispositif plus ou moins complexe, je ne vais pas rentrer dans certains détails, et qui nous permet donc de sélectionner les rayonnements gamma, n'est-ce pas, de détecter les rayonnements gamma qui vont passer ici à travers ce qu'on appelle des collimateurs, et nous passons donc de ces rayonnements, n'est-ce pas, gamma émis par le myocarde, à des photons lumineux ici au niveau des photomultiplicateurs, ensuite à une énergie, un codage, n'est-ce pas, de l'énergie provenant
donc de ces photomultiplicateurs pour réaliser les images ici numériques du tissu myocardique, c'est-à-dire du tissu qui émet ici les rayonnements gamma. Nous pouvons le faire donc pour la thyroïde, nous pouvons le faire pour les reins, nous pouvons le faire pour les poumons, nous allons revenir là-dessus. Mais regardez très bien, s'il vous plaît, les images scintigraphiques ici que vous avez en bas, pour la thyroïde, notamment pour les reins et pour les poumons. Alors, on se rend compte que ce n'est pas des images avec une grande résolution anatomique, hein, comme pour un scanner ou comme pour une IRM. C'est parce qu'ici, ce n'est pas la résolution anatomique qui nous intéresse en tant que telle, mais c'est le fonctionnement. Ces images traduisent la fonctionnalité. Donc, c'est la physiologie, le fonctionnement donc, de la thyroïde, le fonctionnement du rein, le fonctionnement donc, des poumons. Donc, c'est le métabolisme en réalité du tissu ciblé qui nous intéresse ici, mais avec une résolution en tout cas médiocre sur le plan anatomique. Alors, pour avoir vraiment de très belles images avec une excellente résolution anatomique, donc on va coupler, on va réaliser ce qu'on appelle une imagerie hybride. On va, dans certains dispositifs, n'est-ce pas, coupler les images scintigraphiques et les images scanographiques, ce qui va nous donner donc une bonne résolution anatomique et également des informations sur le métabolisme du tissu. C'est ce qu'on appelle l'aspect CT, l'aspect ou la TEMP, c'est-à-dire tomographie par émission monophotonique, hein? Donc on détecte les photons gamma, qu'on peut coupler au scanner. En ce moment-là, on parle de TEMP, TDM, c'est-à-dire une tomographie monophotonique, une scintigraphie gamma couplée à un scanner. Vous avez ici, par exemple, une image d'une ostéite. Vous avez l'appareil ici. À côté, vous avez donc là une image d'une ostéite, n'est-ce pas? Regardez bien l'image scintigraphique. On n'a pas une bonne résolution anatomique sur l'image scintigraphique, mais par contre, elle nous montre réellement là où se situe le problème. Elle nous montre réellement la zone inflammatoire. Elle nous montre réellement la zone donc d'activité métabolique intense, traduisant bien entendu ici l'ostéite. Alors, vous avez à côté l'image scanographique en C, n'est-ce pas, où vous avez une excellente résolution anatomique, n'est-ce pas, et on peut fusionner les deux images, n'est-ce pas, en B pour avoir le maximum d'informations. D'abord, là, vous avez une hyperfixation traduisant l'ostéite, mais on peut hésiter sur l'os concerné. Mais en réalisant la fusion, donc, on est sûr qu'il s'agit ici, par exemple, du calcaneus. Et on est sûr qu'il s'agit donc d'une ostéite localisée à tel endroit. Donc, la fusion nous permet d'obtenir le maximum d'informations sur le métabolisme, mais également sur la topographie des lésions. Alors, ensuite, nous avons nous avons également une autre détection possible. C'est ce qu'on appelle la tomographie par émission de positons ou TEP. Mais la TEP également, comme pour la TEMP, donc, est fusionnée au scanner pour avoir une excellente résolution anatomique. Alors, la TEP, par contre, va utiliser des traceurs, des substances radioactives qui émettent des rayonnements bêta+. Mais les rayonnements bêta+, donc ce sont des électrons plus, regardez ici sur le bonhomme en vert, donc vous avez des électrons plus qui donc proviennent de votre substance radioactive, mais les bêta+, on ne peut pas les détecter en superficie. Mais ces bêta+, là vont rencontrer donc les électrons des atomes du tissu. Hein, ces bêta+ vont rencontrer les électrons des atomes du tissu pour donner, donc pour réaliser ce qu'on appelle l'annihilation. Vous avez en ce moment-là l'électron plus et l'électron moins qui se rencontrent et qui disparaissent pour laisser place donc, à deux photons gamma qui sont émis en sens opposé. Mais vous vous souvenez très bien qu'on avait dit tout à l'heure que les photons gamma sont détectables sur de longues distances et se comportent comme les rayons X.
Donc, si j'ai une couronne de détecteur ici, la couronne de détecteur me permet donc de détecter les rayonnements gamma émis en sens opposé. Et avec donc l'informatique, on peut réaliser une image donc de l'organe en réalité qui a émis ces rayonnements gamma en sens opposé. Ce qu'on appelle la tomographie par émission de positons en rapport avec le bêta plus. Alors, vous avez ici une belle image, n'est-ce pas, avec voilà, deux rayonnements gamma qui sont émis en sens opposé après injection du radioisotope émettant donc des bêta plus. Et nous avons ici notre couronne de détecteur. Et la TEP est l'examen, n'est-ce pas, le plus, je sais pas, en fait, l'examen aujourd'hui de choix, n'est-ce pas, en médecine nucléaire pour la prise en charge des cancers. Vous avez ici une image de scintigraphie en A. Regardez bien en A, une image de scintigraphie là. Vous voyez, je vous disais qu'on a une mauvaise résolution anatomique. Il s'agit d'une TEP ici en A qui montre là une tumeur au niveau de la tête du pancréas, n'est-ce pas? En B, nous avons la fusion scanner plus TEP qui nous montre, hein, qui nous montre qui nous permet de nous prononcer réellement sur la topographie de la lésion. Donc, vous avez une hyperfixation ici, n'est-ce pas? En projection de la zone du pancréas, de la tête du pancréas, et la fusion nous permet donc concrètement de préciser qu'il s'agit d'une tumeur de la tête du pancréas. Et c'est un examen, c'est l'examen le plus sensible d'ailleurs pour détecter les tumeurs donc de la tête du pancréas. Hein? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous regardez ici, vous avez une mauvaise résolution anatomique hein, avec l'image TEP, mais la fusion nous permet donc de réaliser une bonne topographie des lésions. Alors, je ne vais pas insister sur ça. Alors, les modes d'acquisition, l'image, on peut réaliser des images statiques, hein, des acquisitions statiques. On peut réaliser un balayage du corps entier, ce qui nous permet de réaliser des scintigraphies corps entier. On peut réaliser également des coupes, comme vous l'avez vu tout à l'heure, pour le pancréas, etc., n'est-ce pas? Et ensuite, on peut faire du traitement d'image en analysant des régions d'intérêt, en réalisant également comment dirais-je, des reconstructions, tomographie, etc., etc. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une technique dangereuse? Bon, on utilise ici de la radioactivité. Alors, je commencerai par utiliser cette phrase de Paracels que j'ai mis en relief ici en rouge en bas. Alors, tout est toxique, rien n'est toxique, tout est question de dose. Alors, en termes de dosimétrie, nous avons un voyage Paris-New York, par exemple, aller-retour, qui va nous exposer à 0,6 millisieverts du fait de l'altitude. Alors, l'irradiation naturelle également est à environ de 2,4 millisieverts par an et par individu. Alors, le millisievert est une unité qui nous permet d'évaluer les doses. En réalité, le millisievert n'est rien d'autre que l'énergie du rayonnement reçu rapportée à la masse irradiée, n'est-ce pas, multipliée par le coefficient affecté à la nature du rayonnement. Hein, c'est ce qu'on appelle le coefficient, ce qu'on appelle le facteur de pondération du rayonnement. En ce moment, nous avons ce qu'on appelle une dose équivalente et cette dose équivalente nous permet d'avoir une idée sur l'énergie reçue sur l'irradiation donc des tissus. Et nous avons l'irradiation naturelle. Hein? Nous recevons tous environ 2,4 millisieverts par individu et par an et ça varie suivant les zones. Un scanner à rayon X, en moyenne environ, hein, nous expose à 10 millisieverts. 10 millisieverts. Alors, une scintigraphie cardiaque hein, avec du technétium, n'est-ce pas, nous expose à environ 9 millisieverts. Une scintigraphie osseuse nous expose environ à 4 millisieverts, donc moins irradiant qu'un scanner. Une scintigraphie thyroïdienne nous expose à environ 2 millisieverts. Et lorsqu'on fusionne maintenant la scintigraphie
avec le scanner, lorsque nous sommes en TMP-TDM ou TEP-TDM, nous sommes autour de 10 millisieverts, hein, à 30 millisieverts au maximum dans certaines conditions. Donc, en réalité, il ne faudrait pas avoir peur donc, de ces techniques de façon non justifiée. Ces techniques ne sont pas plus irradiantes que les autres techniques radiologiques. Par contre, il faut une gestion de la radioactivité suivant certaines normes, suivant la législation, etc., parce qu'en fait, pour les rayons X, nous avons une unité fixe. On vient, on fait son scanner, on part. Tandis que pour la médecine nucléaire, on injecte des substances radioactives et nous avons des sources qui sont liquides. Et donc, les sources peuvent se verser donc, par accident. L'individu qui reçoit les rayonnements, il se balade, ainsi de suite, ainsi de suite. Par exemple, pour la thérapie, on administre des rayonnements, on administre donc de la radioactivité, on injecte de la radioactivité à l'individu. Alors, il faudrait, suivant certaines doses, hospitaliser l'individu parce que cet individu-là va émettre des rayonnements. En ce moment-là, si on le laisse rentrer chez lui, il expose son voisinage, il expose donc ceux qui sont proches à cette irradiation. Donc, il y a tout un ensemble de règles pour donc gérer, pour donc respecter ces règles de radioprotection. Hein? Mais bon, ce n'est pas, je pense, le sujet. Alors, nous allons rentrer un tout petit peu dans les détails pour voir à peu près, pour chaque spécialité, ce qu'apporte la médecine nucléaire. Alors, commençons par la rhumatologie, donc pour ce qui est pathologie ostéo-articulaire. Pour la rhumatologie, on va utiliser des diphosphonates qu'on peut marquer au technétium, hein, du fait de l'affinité de ces diphosphonates donc, avec le technétium. Et nous avons, par exemple, nous pouvons réaliser un bilan métastatique des cancers ostéophiles. C'est un examen très sensible pour nous donner carrément une cartographie du squelette pour diagnostiquer donc, ces métastases, pour faire un état des lieux donc, de l'évolution d'un cancer. Mais également dans la pathologie inflammatoire, hein, les arthrites, les ostéonécroses, les fissures et traumatismes, mais également dans ce qu'on appelle le syndrome de Silverman, les enfants qui sont battus, par exemple, maltraités, où nous avons beaucoup de lésions disparates au niveau du squelette. Donc, il s'agit d'une excellente technique pour réaliser une cartographie du squelette pour détecter ces zones de remaniement osseux, pour détecter ces zones de forte activité métabolique nous permettant de nous prononcer sur ces situations. Mais également pour ce qu'on appelle les prothèses, pour voir s'il y a un décèlement de prothèse ou une infection sur prothèse, etc., etc. Hein? C'est extrêmement important. Les prothèses totales de hanche, etc. Hein? Mais également dans les maladies métaboliques osseuses, telles que la maladie de Paget, etc. Hein? Dans les ostéomyélites, dans les arthrites infectieuses, dans les ostéochondrites primitives de la hanche, hein? Dans les tumeurs bénignes, par exemple les ostéomes ou par exemple les sarcomes, etc. Vous voyez donc tout un ensemble d'indications qui rend vraiment cette technique indispensable dans les algorithmes, n'est-ce pas, de prise en charge des pathologies ostéo-articulaires, franchement. Et vous avez ici une très belle image traduisant, par exemple, bon, là, nous avons une tumeur ostéophile avec des métastases. Regardez bien sur le grille costal, n'est-ce pas, ici au niveau du coude, etc. Vous avez donc beaucoup, ce sont ces zones d'hyperfixation ici qui nous permettent de réaliser une cartographie. Vous n'avez pas une autre technique qui vous permet ça. Ça n'existe pas. Donc, il vous permet de réaliser une cartographie, un bilan donc d'extension, et c'est extrêmement important parce que ça permet de diriger, de guider la radiothérapie. Ça permet de guider la radiothérapie. Donc, ça permet d'adapter la prise en charge thérapeutique. Ça, c'est sur une scintigraphie SPECT. Et regardez ici sur des SPECT-CT. Hein, vous avez ici une lésion. Là, nous avons les images scanographiques.
Hein. Vous avez donc une lésion ici au niveau donc, de S1 sur les scanners, le scanner, et vous avez ici la lésion qui apparaît sous forme d'une lésion, sous forme d'une hyperfixation, donc d'une lésion hypermétabolique intense, hein, bien limitée, donc au niveau de la S1. Mais également en endocrinologie. Hein, j'ai parlé tout à l'heure de la thyroïde, hein, parce qu'en fait, la thyroïde, la médecine nucléaire nous permet pour la thyroïde de réaliser une image, donc de réaliser une image de l'état de fonctionnement de la glande, mais également de cartographier les nodules. Par exemple, quand nous avons un nodule isolé, est-ce que c'est un nodule hyperfixant, est-ce que c'est un nodule hypofixant, c'est-à-dire est-ce que c'est un nodule avec une hyperactivité métabolique ou c'est un nodule froid, d'accord, avec une hypoactivité métabolique. Et ça, c'est important parce que ça nous permet de diriger également le traitement. Admettons qu'on ait un nodule isolé chaud, de forte activité hypermétabolique, mais on n'a pas besoin, dans certaines situations, de procéder à la chirurgie. Parce que, étant sûr que ce nodule donc, fixe bien le radioisotope, n'est-ce pas? On peut effectivement administrer de l'iode 131 qui va émettre des rayonnements bêta-, n'est-ce pas? Pour détruire ce nodule-là. Donc, de façon plus esthétique, suivant une seule dose, on peut détruire le nodule sans détruire le reste de la glande. Mais également dans la maladie de Basedow, hein, où vous avez une hyperactivité donc, intense, hein, une hyperactivité, pardon, au niveau de la glande, hein, dans certaines situations, par exemple, en cas d'échec thérapeutique, etc., au lieu d'opérer toujours, on peut utiliser de l'iode 131 pour donc freiner l'activité donc, de la glande, hein, même s'il faudrait après réaliser un traitement substitutif, n'est-ce pas, avec du lévothyrox. Vous avez ici, par exemple, regardez bien sur l'image à gauche, vous avez ici un nodule hyperfixant, n'est-ce pas, par rapport au reste de la glande. Hein? Et ce nodule-là, on peut le détruire en administrant. L'image est réalisée avec du technétium, qui ne peut pas détruire le nodule, le technétium. Ça nous permet de réaliser des images parce que ça émet des rayonnements gamma. Mais si j'utilise une substance qui émet des rayonnements bêta-, comme l'iode 131, en ce moment-là, je peux détruire ce nodule. Vous avez ici une maladie de Basedow, n'est-ce pas, au niveau, voilà. Donc, alors, maintenant, il y a aussi bon, la pathologie parathyroïdienne, n'est-ce pas? Pour les parathyroïdes, on peut utiliser un vecteur, donc ce qu'on appelle la méthoxy-isobutylisonitrile, qu'on va marquer au technétium, n'est-ce pas? Et qui nous permet de réaliser ici des images donc, des parathyroïdes, notamment pour la détection des adénomes parathyroïdiens, hein, etc. Mais aussi en cardiologie. En cardiologie, alors, la cardiologie constitue un secteur extrêmement important pour la médecine nucléaire et qui connaît aujourd'hui un développement fulgurant. Mais du fait, évidemment, du fait de l'augmentation, n'est-ce pas, des maladies cardiovasculaires, hein, du fait des modes de vie, etc. Nous voyons qu'en Afrique aujourd'hui, en plus, malheureusement, des maladies tropicales qui sont toujours là encore, nous avons une évolution extrêmement rapide donc, de l'épidémiologie des maladies cardiovasculaires liées à la sédentarité, liées au mode de vie, etc. Alors, pour la cardiologie, en médecine nucléaire, nous pouvons utiliser donc, des marqueurs de la viabilité du myocarde. Et c'est extrêmement important parce que ces marqueurs de la viabilité du myocarde permettent en réalité aux cardiologues interventionnels, aux chirurgiens cardiovasculaires, de décider de la revascularisation ou pas dans, par exemple, par exemple, les cas d'infarctus. Mais également, ça nous permet, avec certains traceurs, on peut réaliser
des images de la perfusion myocardique pour détecter, par exemple, les ischémies. Hein? Vous savez que dans les ischémies, les ischémies sont le plus souvent démasquées à l'effort, n'est-ce pas? Donc, on réalise une image, on réalise une image de la perfusion myocardique suivant deux temps, le stress et le repos, n'est-ce pas? Ce qui nous permet donc de poser le diagnostic souvent des ischémies, hein, notamment pour les diabétiques. Alors, chez les diabétiques, la particularité est que les ischémies sont en général silencieuses, hein, à cause de la neuropathie diabétique. Il n'y a pas de douleur. Et c'est extrêmement important dans le bilan donc, chez les diabétiques, dans le bilan cardiaque chez les diabétiques. Alors, vous avez ici une très belle image de scintigraphie. Vous avez ici une coupe donc, du myocarde et vous avez là, à l'effort, vous voyez bien à l'effort, vous avez donc des zones en rouge, vous avez une bonne activité métabolique. Maintenant, quand il n'y a pas d'activité métabolique, vous avez du vert. Alors, vous voyez ici en haut, à l'effort, nous avons un déficit donc d'activité métabolique au niveau des parties inférieures, mais au repos, vous voyez qu'il y a une revascularisation. Ça veut dire simplement que nous sommes en présence ici d'une ischémie. En pneumologie, notamment dans les embolies. Alors, dans les embolies, on peut réaliser des scintigraphies de ventilation, n'est-ce pas, pour évaluer la ventilation pulmonaire, mais également, nous pouvons réaliser des scintigraphies de perfusion, hein, pour apprécier, hein, apprécier la vascularisation du tissu pulmonaire. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Vous verrez ça. Vous aurez le document avec vous. Notamment, vous avez ici donc... et en fait, on réalise les deux techniques, en perfusion, ventilation. Vous avez donc les images de perfusion, n'est-ce pas? Couplées ici en scanner. Hein? Vous avez ici des images de perfusion, pardon, et là, en bas, des images de ventilation. Et vous avez des zones d'affect ici, hein, matérialisées avec ces croix-là, qui traduisent donc les zones d'embolie. Alors, en neuronéphrologie également, j'essaie d'aller vite, hein, pour passer en revue toutes les spécialités rapidement. En neuronéphrologie, où nous avons plusieurs types de traceurs, donc pour évaluer soit la captation tubulaire, n'est-ce pas, pour évaluer notamment la filtration glomérulaire, n'est-ce pas, etc., etc. Alors, ça nous permet d'évaluer la masse corticale au niveau donc d'un rein, mais également ça nous permet d'apprécier notamment la filtration glomérulaire, donc la filtration rénale. Alors, c'est extrêmement important parce que on peut ainsi faire les diagnostics de pyélonéphrite, hein, mais également évaluer donc les fonctions rénales séparées. Est-ce que le rein gauche fonctionne? Est-ce que le rein droit fonctionne? Est-ce que les deux fonctionnent? Parce que généralement, quand nous réalisons des examens biologiques, hein, on ne peut pas dire si la lésion est au niveau du rein gauche ou au niveau du rein droit et quel est l'apport de chaque rein dans la fonction rénale. Mais avec la médecine nucléaire, nous pouvons réaliser une fonction rénale séparée. Donc, on peut évaluer la fonction rénale séparée, dire si ce rein droit contribue à telle hauteur à telle hauteur, ou si le rein gauche contribue à telle hauteur, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est extrêmement important parce qu'on peut être amené à réaliser des néphrectomies, etc., etc. Alors, ici, vous avez, par exemple, dans le cadre du syndrome de la jonction, hein, où vous avez ici, par exemple, un rein droit qui souffre, parce que nous avons le rein droit ici, vous avez donc la captation et vous avez l'élimination ici donc, du produit qui tarde comparé au rein gauche. Et généralement, donc, dans les syndromes de jonction, ça nous permet d'évaluer donc, notamment l'état de filtration donc, au niveau de chaque rein. Bon, au niveau de la vessie aussi, nous pouvons réaliser des scintigraphies vésicales, notamment pour évaluer les reflux vésico-urétérales. En neurologie aussi, nous avons des marqueurs spécifiques, par exemple HM-PAO, n'est-ce pas, qui nous permet de faire des diagnostics différentiels
hein, entre l'Alzheimer, n'est-ce pas, entre, comment dirais-je, la démence, hein, l'atrophie corticale, etc., etc. Et vous avez ici une belle image. Donc, et vous voyez donc en rouge, comme je vous l'avais dit, vous avez l'activité métabolique. Hein. Alors, quand il n'y a pas une bonne activité métabolique, vous avez donc une hypofixation, un hypométabolisme donc du cortex cérébral. Et suivant la localisation de l'hypométabolisme, n'est-ce pas, et suivant le type de traceur utilisé, on peut se prononcer sur le type de lésion, le type de maladie. Alors, ensuite, il y a des applications biologiques, n'est-ce pas, en hématologie, où nous pouvons donc évaluer les volumes globulaires, les volumes plasmatiques, etc. Hein? Nous pouvons évaluer les durées de vie des hématies, parce qu'en fait, il suffit d'utiliser des hématies du patient que l'on va marquer avec de la radioactivité pour ensuite suivre leurs traces. Voilà. En infectiologie, vous avez donc également des traceurs. On peut utiliser le gallium-67 qui va se fixer de façon non spécifique sur les sites inflammatoires. On peut utiliser des anticorps marqués. On peut utiliser également du glucose, hein, parce que vous savez que les zones d'infection ont tendance à capter le glucose de façon plus intense. Donc, ces traceurs également peuvent servir pour détecter les foyers infectieux inflammatoires. Et c'est extrêmement... Vous avez ici un cas de spondylodicite, hein, vertébrale, n'est-ce pas? Et avec le gallium, nous avons donc une localisation de l'infection donc au niveau de la vertèbre, nous permettant de réaliser les diagnostics de spondylodicite. Est-ce que ça va? Ou c'est trop rapide? Non, ça va. Ça va, tant mieux. Et vous comprenez un tout petit peu? Bon, il y a des termes un peu barbares, j'essaie de... Ça va? Oui, ça va. Je pense qu'à la fin, on va tous pouvoir vous poser des questions sur les éléments. Parfait, parfait. Mais je vais ralentir un tout petit peu parce qu'il y a deux volets, comme je vous l'avais dit. Hein. Donc, il y a le volet technique, etc., etc. Mais il y a le volet également, je vais parler un tout petit peu de la situation en Afrique. Hein. Super. Alors, qu'en est-il en oncologie nucléaire? Alors, l'oncologie nucléaire, comme la cardiologie nucléaire, constitue des arguments. Franchement, constitue En tout cas, c'est des secteurs, c'est des domaines, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, qui peuvent servir, en tout cas, qu'il faudrait développer. Hein. Un plaidoyer doit être fait pour en fait que la médecine nucléaire se développe en Afrique, particulièrement à cause donc de l'évolution des maladies cardiovasculaires, mais également des cancers. Parce qu'en fait, en Afrique, la prise en charge des cancers pose un véritable problème. Alors qu'aujourd'hui, le nombre de cancers est en nette croissance. Nous avons une augmentation fulgurante des cancers en Afrique. Alors qu'en réalité, un patient qui vit en Afrique a moins de chances de guérison. Je suis désolé. Parce qu'en fait, les diagnostics se font tardivement, mais également le plateau technique dans la plupart des pays donc, n'est pas conforme aux standards. En oncologie nucléaire, il y a un traceur extrêmement important, c'est le sucre. Le sucre. Parce qu'en fait, les cellules cancéreuses, c'est des cellules avec une forte activité métabolique. Donc, quand on administre du sucre dans l'organisme, elles ont tendance à bouffer ce sucre plus rapidement au détriment du reste. Ce qui fait qu'en utilisant du fluorodésoxyglucose, qu'on va marquer avec du fluor 18, n'est-ce pas, qui émet des rayonnements bêta+, le fait qu'il y ait une surconsommation du glucose par les cellules cancéreuses va nous permettre de détecter, n'est-ce pas, les lésions cancéreuses. Alors, les indications retenues pour la TEP-FDG, c'est quand nous avons un nodule pulmonaire isolé. Par exemple, vous faites un scanner
dans le cadre d'un bilan d'extension, et vous avez un nodule là isolé, vous ne savez pas si ce nodule correspond à une métastase unique ou correspond à un nodule qui était là depuis longtemps, ou correspond par exemple à un foyer tuberculeux, etc. Donc, dans des situations pareilles, en utilisant le FDG, on peut effectivement nous prononcer sur le statut de ce nodule-là. C'est extrêmement important parce que ça modifie, suivant que c'est une lésion maligne ou pas, ça modifie totalement la prise en charge. Mais également dans les cancers colorectaux, n'est-ce pas? Dans les cancers ORL, dans les cancers du pancréas, dans les cancers de l'œsophage, n'est-ce pas? Dans les récidives des cancers de l'ovaire, dans les lymphomes, etc. Donc, vous avez donc un certain nombre d'indications pour la TEP-TDM. Alors, nous avons ici un cancer du côlon avec une intense activité métabolique que vous voyez ici. J'espère que vous voyez bien le curseur quand je montre. Donc, révélant ici un cancer colique. Avec, bien entendu, sur une image de fusion. Alors, voilà, vous avez ici également une lésion qui est là, sur une image de fusion correspondant à une néopancréatique, une néopancréatique que nous voyons ici, là en profil. Et donc, c'est vraiment un examen d'une sensibilité extraordinaire. Mais également dans les autres cas de cancer, notamment, par exemple, les tumeurs à récepteurs de la somatostatine, nous avons des vecteurs spécifiques, n'est-ce pas, tels que le pentétréotide, qu'on va marquer avec une substance radioactive que l'on appelle l'indium 111, parce que les pentétréotides sont des analogues de la somatostatine. En ce moment-là, on peut effectivement, le traceur va aller se localiser au niveau des lésions, ce qui nous permet donc de poser le diagnostic. Mais également pour les phéochromocytomes, qui sont des tumeurs captant les catécholamines, où on peut utiliser également des traceurs spécifiques qui sont des analogues donc de la de la noradrénaline. Alors, voilà, donc, oui. Alors, pour l'oncologie également, il y a une technique extrêmement importante et que beaucoup de pays africains ne réalisent pas, c'est la technique du ganglion sentinelle, notamment dans le cancer du sein. Alors, dans le cas d'un cancer du sein, lorsque la lésion est opérable le plus souvent, en stade précoce, il faut être sûr que les ganglions, n'est-ce pas, ne sont pas envahis. Parce qu'en fait, si les ganglions ne sont pas envahis, en ce moment-là, il n'y a pas de souci. On peut enlever la tumeur et puis sans qu'il y ait un risque de récidive. Mais lorsque les ganglions sont envahis, en ce moment-là, le risque de localisation secondaire, n'est-ce pas, est plus élevé. Donc, pour nous prononcer sur l'état, donc, n'est-ce pas, sur l'extension de la lésion, donc, qui, sur le plan clinique, radiologique, est opérable, on réalise ce qu'on appelle la technique du ganglion sentinelle. En ce moment, de quoi il s'agit? Donc, on utilise des nanocolloïdes qui sont marqués au technétium que l'on va injecter, n'est-ce pas, au niveau de la tumeur, en péritumorale. Et en fait, ces nanocolloïdes technétiens vont suivre le drainage lymphatique pour aller se localiser au niveau, n'est-ce pas, des ganglions qui sont les relais de la lésion tumorale. N'est-ce pas? Et ensuite, ça ne suffit pas, ça nous permet de réaliser une scintigraphie, une cartographie, un mapping
de la lésion tumorale plus les relais ganglionnaires. Et ce mapping nous permet, pendant le temps opératoire, d'aller choper ces ganglions-là. Mais à condition que le chirurgien ait non seulement les images, pour dire qu'on a par exemple, ici, un ganglion ou deux ganglions, etc. Vous avez ici la lésion, vous avez ici, c'est le point d'injection, et vous avez ici les ganglions sentinelles. Donc, voilà, la lésion, elle est là, en 1. Vous avez le drainage en 2, et là, vous avez les ganglions. Donc, avec la scintigraphie, on peut dire avec certitude qu'on a 1 ou 2 relais ganglionnaires, hein, ou en tout cas, c'est le premier relais, hein, de drainage. On peut en avoir 1, on peut en avoir 2, etc. Donc, le chirurgien sait qu'il va aller enlever 2 ganglions ou 3 ganglions. Mais pour que le chirurgien soit guidé au bloc, lorsqu'il va ouvrir, il faut qu'il y ait une sonde de détection, qu'on appelle une sonde gamma, comme un stylo, hein, c'est une sonde qui va sonner, qui va coinquer à l'approche donc du relais ganglionnaire qui comporte de la radioactivité. Ça sonne. En ce moment, il est sûr que le ganglion que le médecin nucléaire avait indiqué est celui-là. Mais également, il va céder de bleu patenté 5, hein, ou souvent de bleu de méthylène, hein, qu'il va injecter également lui aussi en péritumoral, comme ce qu'a fait le médecin nucléaire, pour ensuite vérifier, hein, pour qu'il y ait en tout cas une double détection visuelle et également radioactive. En ce moment-là, les ganglions sentinelles que le chirurgien va extirper seront des ganglions colorés en bleu, mais également des ganglions radioactifs. Ça, donc, augmente la sensibilité de détection. Et ce ganglion-là, quand il est enlevé, il est envoyé immédiatement à l'anapathe, et l'anapathe se prononce, n'est-ce pas, rapidement, en extemporané, si le ganglion comporte des cellules malignes ou pas. Si le ganglion ne comporte pas de cellules malignes, en ce moment, il n'y a pas de souci, le chirurgien peut fermer donc sans problème. Par contre, si le ganglion comporte des cellules malignes, en ce moment, le chirurgien peut donc réaliser un curage ganglionnaire. Mais il ne va pas le faire d'emblée si cette technique est disponible, parce que le curage ganglionnaire expose à des lymphodèmes, expose à une certaine morbidité. Malheureusement, c'est une technique qui n'est pas pratiquée dans la plupart des pays. Donc, vous voyez qu'il y a que les femmes qui sont opérées pour cancer du sein, donc dans la plupart de nos pays, n'ont pas les mêmes chances. N'ont pas les mêmes chances comparées aux femmes qui sont opérées dans les pays développés. Alors, en gastro également, notamment, on peut utiliser la médecine nucléaire dans les transits œsophagiens, n'est-ce pas, pour les troubles moteurs œsophagiens, les dyspepsies, les reflux, etc. Donc, dans la pathologie hépatobiliaire, notamment pour les cholécystites également, hein, voilà, donc, mais également les DSO, donc le dysfonctionnement du sphincter d'Oddi, etc. Dans les fuites, etc. Mais également dans les saignements digestifs. Alors, dans les saignements digestifs, on peut utiliser des hématies marquées qu'on va injecter, donc pour voir si les hématies vont rester uniquement au niveau des vaisseaux sanguins ou si on va les trouver voilà, dans des zones de saignement, donc au niveau de l'abdomen. Hein? Mais ça se fait lorsque l'endoscopie généralement ne donne rien. Hein? Donc, on peut utiliser cette technique-là, qui nous permet aussi de réaliser les diagnostics des diverticules de Meckel. Hein? Dans les glandes salivaires également, il y a des applications, hein? Mais également en lymphoscintigraphie, par exemple, pour les lymphodèmes, etc. Alors, pour la thérapie, je vous ai parlé tout à l'heure de la thyroïde, notamment les cancers de thyroïde qui sont déjà opérés. On peut utiliser donc de l'iode 131 pour détruire les cellules résiduelles, mais également dans même les métastases également, on peut les utiliser. Mais là, les patients sont hospitalisés, hein, parce qu'il s'agit de fortes doses de radioactivité. Hein. Alors, dans la maladie de basse dose, je vous en ai parlé tout à l'heure, où on peut utiliser
de l'iode 131 pour freiner l'activité de la glande, mais également dans certains nodules thyroïdiens. Hein. Alors, voilà. Mais également dans l'antalgie des métastases osseuses, hein, ou du strontium, du rhénium, etc., qui peuvent être injectés, hein, pour vraiment soulager le patient. On peut faire de la radiothérapie métabolique pour soulager le patient par rapport aux douleurs. Maintenant, quelle en est la situation en Afrique? Alors, il y a une disparité importante. Nous avons deux situations entre les pays d'Afrique du Nord et les pays d'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud et les autres pays. Alors, Afrique du Nord, Afrique du Sud d'un côté et les autres pays d'un autre côté. En Afrique du Nord, nous avons un développement fulgurant de la médecine nucléaire qui est identique aux pays riches, franchement. Parce qu'il y a beaucoup d'investissements, ils ont des politiques de santé dynamiques et ils ont beaucoup d'ambition. Par contre, en Afrique, pour le reste des pays, notamment en Afrique francophone, il faut le dire, nous avons des équipements faibles. Hein, vraiment, les plateaux techniques sont pauvres. Les ressources humaines, il n'y en a quasiment pas. Alors, je vous renvoie à un article que j'ai mis ici en bas, hein, qui parle du développement de la médecine nucléaire en Afrique, qui est sorti cette année, hein, en 2022, qui vous dresse vraiment une situation donc, de la médecine nucléaire dans les pays d'Afrique. Il y a quand même quelques réactualisations à faire, mais quand même, elle nous donne une bonne idée sur la situation en Afrique. Vous avez également sur ces tableaux la situation pour chaque pays. Hein. Nous avons les populations de ces pays-là, le niveau de vie des pays, le nombre de médecins nucléaires, le nombre de physiciens médicaux, le nombre d'unités TEP scan, le nombre d'unités SPECT-CT, le nombre de cyclotrons, etc., etc. Et on se rend compte que vous pourrez le parcourir. Hein. On se rend compte, par exemple, regardez pour le nombre de TEP. Le nombre de TEP ici. Regardez en bleu foncé, n'est-ce pas? Vous avez ici le nombre de TEP. En bleu foncé, vous avez, par exemple, ici, pour les pays maghrébins, regardez, hein, 74, 5, 43, etc., Maroc, Algérie, donc Égypte. Mais regardez pour les autres pays de l'Afrique francophone. Hein? Vous avez donc vraiment, vous avez quasiment rien. En Afrique du Sud, vous avez 86 unités. Hein? Donc, vous voyez qu'en fait, il y a une disparité extrêmement importante entre les pays. Alors, pour l'activité, vous voyez ici en vert, en haut, donc nous avons pour l'activité thyroïdienne uniquement dans la plupart des pays, hein, quasiment tout tourne autour de l'activité thyroïdienne. Vous voyez. Hein? Sinon, vous avez aussi une activité basique, thyroïde plus scintigraphie osseuse, etc. Donc, dans certains pays, hein, dans certains pays, en bleu ici, hein, foncé. Et vous avez, dans certaines zones, bon, il n'y a pas d'information. Bon, vraiment, il y a une disparité extrêmement importante. Le nombre de médecins nucléaires également. Regardez pour l'Algérie, par exemple, le Maroc, hein, la Tunisie, vous avez des nombres extrêmement élevés. L'Égypte, l'Afrique du Sud, comparé par exemple surtout aux pays francophones, où vous avez des 1, 2, 3, 4 suivant les pays, vraiment. Hein. Alors, quels sont les enjeux? Les enjeux en Afrique, comme nous l'avons dit tout à l'heure, il y a une émergence extrêmement importante des maladies chroniques non transmissibles, le diabète, les maladies cardiovasculaires, les cancers. Et les objectifs de développement durable, notamment l'objectif numéro 3, santé pour tous, parlent de réduction des écarts de prise en charge des maladies. Donc, conformément à cet ODD, nos États, nos gouvernements devront donc investir dans le développement donc, de cette modalité, particulièrement pour la prise en charge donc, de ces maladies cardiovasculaires et des cancers. Ces cancers qui représentent, dont le nombre de décès, par exemple, l'essentiel des décès se trouve en Afrique, parce que nous avons 70% de ces décès par cancer que l'on a au niveau de l'Afrique et des pays pauvres essentiellement. Alors, les statistiques prévoient 1,5 million de nouveaux cas et 1 million de décès d'ici 2040 en Afrique subsaharienne. Vous voyez. Donc, il y a vraiment une urgence d'innovation des systèmes de santé pour une amélioration donc, de ces outils diagnostiques et thérapeutiques. Par contre, il y a des contraintes et des limites.
Les contraintes tournent autour des défauts d'investissement. Il faut le dire, la santé vraiment reçoit la partie, en tout cas ne reçoit pas beaucoup d'investissement. Il y a un défaut d'investissement dans nos pays. Il y a aussi des problèmes de réglementation. Hein? Des problèmes de réglementation parce que pour faire de la médecine nucléaire, il faut en tout cas des textes de loi pour encadrer donc la radioprotection. Il y a un problème de réglementation. Mais également, il y a la disponibilité des radiopharmaceutiques, hein, notamment les radiopharmaceutiques diagnostiques et thérapeutiques. Il n'y a que l'Afrique du Sud qui en produit, même les pays maghrébins essentiellement en importent. Mais pour la TEP, avec la FDG quand même, ils ont en général le cyclotron. Hein, parce que si on n'a pas de cyclotron, on ne peut pas faire de TEP parce que c'est des substances donc, avec une demi-vie très courte. Donc, il faut les produire et puis aller réaliser. Il faut les extraire et aller réaliser son examen rapidement. Sinon, pour les autres radiotraceurs, avec le technétium, l'indium, etc., l'iode, donc on les importe de Turquie, de France, etc. Mais là, le problème ne se pose pas. Il suffit d'une bonne organisation pour normalement disposer de ces radiotraceurs à temps, n'est-ce pas, et une bonne organisation pour effectivement, et une bonne collaboration entre les différents pays pour résoudre ces problèmes-là. Donc, voici en tout cas les contraintes et les limites. Alors, les solutions et perspectives. Alors, il y a des pays qui font des efforts. Je peux citer l'exemple du Sénégal et du Bénin, où en tout cas, de grands investissements sont annoncés. Hein, au Sénégal, par exemple, où vous avez une unité de médecine nucléaire qui va être développée à Diamniadio. Nous avons une unité qui va être développée à l'hôpital de Dantec. Nous avons actuellement 2 unités et une autre unité qui va être développée au niveau de Saint-Louis avec un hôpital de niveau 4. Voilà, il faut aussi un plaidoyer auprès de des décideurs. Hein, et c'est à nous autres médecins de le faire. Hein. Il faudrait vraiment un plaidoyer. C'est à nous de le faire. Il faut une incitation aussi des cliniciens, parce que les cliniciens, ces examens sont destinés aux cliniciens. C'est sur la demande donc, des cliniciens qu'on va faire ces examens. Donc, il faut que les cliniciens en fassent la demande, qu'ils montrent qu'en cardiologie, qu'ils ont besoin d'informations sur la viabilité du myocarde, sur la perfusion, qu'en oncologie, ils ont besoin de bilans d'extension plus précis, notamment pour l'os, hein, notamment, comment dirais-je, sur les foyers de récidive, la technique du ganglion sentinelle, etc. Mais également, il faut renforcer la coopération nord-sud, mais également sud-sud. Hein? Si le Sénégal a plus de possibilités qu'un autre pays, mais oui, mais pourquoi aller jusqu'en France pour certaines techniques, et ainsi de suite. Hein? Il faut vraiment renforcer cette coopération sud-sud et la coopération nord-sud, mais également renforcer la télémédecine. Aujourd'hui, une unité qui est à Dakar, n'est-ce pas, devrait pouvoir fonctionner avec des médecins qui sont, par exemple, au Bénin ou avec des médecins qui sont en Côte d'Ivoire, etc. Parce qu'en réalité, on n'a pas la science infuse. Et vous voyez que la médecine nucléaire, c'est plusieurs sous-spécialités, plusieurs types d'examens. Donc, on n'est pas tenu d'avoir, par exemple, un cardiologue nucléaire à Dakar, un endocrino à Dakar, etc., etc. Mais nous pouvons avoir un endocrino à Dakar, un cardionucléaire en Côte d'Ivoire, etc., etc. Et qu'il y ait cette collaboration avec la télémédecine. Ils peuvent intervenir dans l'interprétation des examens et de façon très rapide. Et ensuite, la formation continue. La formation continue, par exemple, ce que nous faisons là aujourd'hui, je trouve que c'est extrêmement important et je crois que c'est à partir donc de ce type d'initiative qu'on pourrait faire booster les choses. Alors, il y a un autre volet de la médecine nucléaire que l'on appelle la radioimmunologie qui consiste à utiliser de la radioactivité pour réaliser des analyses que je n'ai pas abordées dans cette conférence, mais quand même qui est également un volet qui existe. Alors, je vous remercie de votre attention. J'ai essayé de rester donc dans le temps, c'est pourquoi je suis allé vite. J'espère en tout cas que le message est passé. Je vais vous laisser la parole quand même pour répondre à vos questions. Merci beaucoup.